Effectivement, il suffit d'avoir un appareil qui permette une pause longue et peut-être, si possible, le mode bulb qui permet d'avoir une pause beaucoup plus longue que les 30 secondes générales. Et un trépied stable, évidemment, parce que ça ne doit pas bouger. Commençons par un exemple assez extrême. En ce soir du 6 mars 2017, à 0h15, il y a eu une panne de courant dans notre cher village. Comme il y avait une pleine lune, je me suis précipité dehors avec mon appareil et j'ai commencé à faire des photos en exposant de plus en plus longtemps l'image. Résultat, à 16 secondes, ça commençait à être pas mal. À 30 secondes, on était presque en plein jour. Et à 60 secondes, on était en plein jour. Ensuite, quelques minutes après, j'ai photographié une autre partie de la maison qui n'était à l'intérieur éclairée que par 2 bougies. Et vous verrez même la petite fenêtre en haut à gauche était éclairée par un écran d'ordinateur. Petit écran. Donc vous voyez qu'il suffit de poser longtemps et on obtient quelque chose qui est assez étonnant. Les principes de la photo de nuit sont les mêmes que pour la photo de jour, c'est évident. Ça dépend de la lumière dont on dispose, ça dépend de la sensibilité du capteur qu'on a voulu afficher ou du film, ça dépend de la valeur d'ouverture du diaphragme, et ça dépend de la valeur de l'obturation, comme en photographie traditionnelle. Une bonne idée de la notion de coucher de soleil et de nuit surtout, c'est ce qu'on appelle la nuit aéronautique. C'est-à-dire que quelqu'un qui vole dans un avion uniquement à vue doit prévoir de rentrer de son voyage ou de son périple au moment du coucher du soleil pour avoir un peu de marge, parce qu'une demi-heure après, on considère que c'est la nuit, et alors là, il est quasiment impossible ou extrêmement dangereux d'atterrir. Par exemple, voilà comment se passe le début de la nuit. Là, on a le soleil couchant. Ensuite, à 20h30, c'est le coucher du soleil. Et à 22h, c'est carrément la nuit. J'ai fait une série de prises de vue au même moment, à quelques minutes d'intervalle, avec des temps de pause différents. Toujours la même sensibilité, mais je suis passé du simple au double à chaque exposition. C'est-à-dire que là, je suis déjà à 4 secondes, maintenant à 8 secondes, et visuellement, ça correspond à peu près à l'impression visuelle que j'avais à ce moment-là, au moment où j'ai fait la photo. Ensuite, je double à 15 secondes, puis à 30 secondes, puis à 45 secondes. Donc ça montre qu'il y a des possibilités. Il suffit de poser un peu plus longtemps et on aura plus de rendu lumineux. Ensuite, j'ai fait un essai avec des pauses courtes, mais en augmentant les ISO de mon appareil de photo. À 1600 ISO au lieu de 100, commence à apparaître, ça dépend des appareils, mais enfin en général c'est là, le bruit de fond. Et là du coup, on a du grain et c'est pas très agréable. Mais ça permet effectivement d'avoir une pause un peu plus courte. Ensuite, à 1/6 de seconde, 3200 ISO, le grain continue de monter, y compris dans les ombres d'ailleurs, qui deviennent de moins en moins noires. À 6400 ISO, évidemment ça ne s'arrange pas. Et à 12400 ISO, ça fait un petit effet pointilliste.
Si je compare à l'image à 100 ISO, 8 secondes, et celle à 12400 ISO, ça fait quand même une légère différence. Donc pour des images immobiles qui sont éclairées correctement, on pose sur un pied. Là, effectivement, c'est un jardin qui est très éclairé. Je pense que la dame ne devait pas marcher très très vite. Ça donne une assez jolie image. Là, ça devait être à peu près 1 seconde ou 2 secondes d'exposition. Mais si on veut gérer la vitesse, par exemple, cette voiture à Triel qui va passer sur le pont, si je veux un peu la bloquer à ces 1400 ISO, il faut que je monte en sensibilité. Mais si je veux faire un effet de filet et poser plus longtemps, à 100 ISO, 6 secondes, et ça donne des résultats dans ce genre-là. Donc ici, par exemple, un pied posé sur un pont d'autoroute ou je ne sais quoi en ville, 15 secondes, ça fait des filets assez intéressants. Sur un volcan, bon, avec 2 secondes, ça fait le jet de la pierre en fusion. Idem pour le feu d'artifice. Après, c'est un choix qu'on peut faire si on veut plus de filets, ou moins de filets, ou bloquer. Enfin, donc, toutes les possibilités sont ouvertes. Dans le cas particulier de la photo d'éclair, il faut commencer par fermer le diaphragme à une valeur assez importante, genre f16, pour ne pas surexposer l'éclair. Ensuite, se débrouiller pour trouver un temps de pause avec ce diaphragme qui donne une image correcte pour le fond, telle qu'on la souhaite, par exemple ici, 10 secondes. Et ensuite, il suffit d'attendre pendant ces 10 secondes qu'un éclair se produise et on aura une image parfaite. Mais s'il n'y a pas d'éclair, il faudra recommencer jusqu'à ce qu'il y en ait un. Donc la configuration de l'appareil, les procédures à respecter pour obtenir des résultats corrects dépendent aussi de l'appareil. Là par exemple, c'est la coupe d'un appareil réflexe. Donc vous voyez le miroir. Et le miroir, bon, effectivement, il bouge et il apporte quelques vibrations. Là, j'ai trouvé une petite illustration animée sur un site Ilford qui montre comment arrive la lumière à travers l'objectif. Ensuite, cette lumière est reflétée à travers le diaphragme, est reflétée par le miroir et renvoyée dans le prisme de visée dans lequel on voit l'image réflexe. Quand on presse le bouton, le miroir se soulève et l'obturateur va s'ouvrir devant le capteur et se refermer. Et ensuite, le miroir redescend. Évidemment, il y a un petit problème mécanique, qui n'est pas bien grave si on fait de la photo normale, c'est la vibration de ce miroir, surtout si on fait des poses relativement lentes. Pour illustration, des images qui ont été faites genre au 10 millième de seconde, ou à, enfin je ne sais plus combien, 200 images secondes. Voilà. Donc là, le miroir se relève, vous voyez déjà la vibration du miroir. Ensuite, l'obturateur va s'ouvrir, il est ouvert. Premier rideau, deuxième rideau va redescendre, et le miroir va redescendre aussi. Alors là, évidemment, la vibration n'a plus beaucoup d'importance, puisque la photo est prise. Pour voir l'importance que peut avoir le déclenchement, et en particulier le mouvement du miroir dans l'appareil, et les vibrations qu'il apporte, on voit bien que sur une pause de 1 seconde, ce qui se trouve à l'intérieur de ce petit rectangle rouge, il y a bien une vibration à gauche avant l'ouverture de l'obturateur, mais la vibration reste au moment où l'obturateur est ouvert et montre qu'il peut y avoir une petite gêne au niveau de l'image. Ça a son importance. En revanche, si la pause commence à être un peu plus loin que le 50e de seconde ou le demi-seconde, comme ça, 10 secondes par exemple, on voit bien que le rapport entre la vibration et le reste de l'exposition commence à s'affaiblir, donc ça commence à avoir un peu moins d'importance. Et sur une pause de 30 secondes,
est bien évident que quasiment cette vibration est négligeable. Il faut qu'évidemment l'appareil soit sur un pied et qu'il ne bouge pas, mais la vibration du miroir est négligeable. Donc relever le miroir, ce n'est pas forcément toujours la solution avant de faire la prise de vue. Et il faudra faire donc des compromis quand on va faire sa photo. Plus de sensibilité ISO entraîne du bruit, un diaphragme plus ou moins ouvert agit sur le temps de pause, un temps de pause influe sur les rendus des mouvements, et il faut absolument travailler en mode manuel, en format RAW, qui est beaucoup plus souple et plus puissant que le format JPEG, et qui sera d'un très grand secours pour obtenir une excellente qualité technique. Le RAW, le RAW, le RAW. Juste pour vous montrer, je reviens sur la 100 ISO et 12400 ISO pour montrer les problèmes qu'on peut avoir quand on exagère un petit peu. J'ai préparé cette petite démonstration avec deux images prises au même endroit avec des temps de pause différents. La première à 25 secondes et la deuxième à 3 secondes. Voilà. Donc ça fait quand même une différence de 8 fois. Et ces deux images que j'ai mises sur caméra RAW, on va les corriger pour essayer de les rapprocher l'une de l'autre et voir ce qui se produit comme phénomène ou comme avantage. Donc si je fais une correction de densité sur l'image la plus dense, donc je vais augmenter l'exposition et ça va m'éclaircir l'image. Je reviens sur l'image faite à 25 secondes pour pouvoir la densifier et la rapprocher de l'image qui était à 3 secondes. J'obtiens donc des images à peu près équivalentes, 3 secondes et 25 secondes. C'est à peu près équivalent. Il y a forcément des petites différences, mais c'est à peu près équivalent, donc c'est intéressant. Ensuite, deuxième chose, est-ce qu'on doit choisir de faire une image plus foncée ou une image plus claire? L'image à 3 secondes, en fait, si on agrandit une partie, dans les ombres, il y a du bruit. Et ça, c'est un peu gênant. En revanche, sur l'image à 25 secondes, il n'y a pas de bruit. Donc ça veut dire qu'on peut partir d'une image plus claire et la densifier et on aura plutôt un résultat meilleur. Dans les parties claires, la version à 25 secondes n'a pas de grain, pas de bruit. Et la version à 3 secondes a du bruit. La version à 3 secondes originale donc peut être corrigée évidemment sur caméra RAW ou un logiciel comme DxO en jouant sur la réduction du bruit. Et là, à ce moment-là, on corrige le bruit, quitte à lisser un tout petit peu l'image, mais ça corrige le bruit à peu près au même niveau que celui de la version à 25 secondes. Voilà le résultat final, l'image à 25 secondes. Et l'image à 3 secondes. Ensuite, dans les lumières, on peut regarder la différence qu'il y aura entre celle à 25 secondes et celle à 3 secondes. Et en réalité, ça donne des résultats à peu près équivalents. On ne peut pas considérer qu'il y a des pertes plus d'un côté que de l'autre. Peut-être 25 secondes serait un peu meilleur. Alors, pour en revenir à la balance des blancs, bien malin, celui qui pourra dire quelle est la température de couleur de la nuit. Donc ça reste très très subjectif.
Donc si je suis réglé sur lumière du jour 5200K, j'obtiens ça. Si je me règle sur lumière artificielle à 3800, j'obtiens une image plus bleue. Et si je me règle sur une température de couleur qui soit équivalente à un ciel nuageux, j'aurai une image qui sera beaucoup plus jaune-rouge. Donc c'est une question de choix personnel et d'esthétique, on va dire.